du groupe de travail qui concerne le groupe de travail biodiversité en Afrique centrale, GTBAC, groupe de travail sur le climat, il y a le groupe de travail sur la gouvernance forestière et le groupe de travail sur sous-groupe de travail, pardon, air protégée et faune sauvage. Et la COMIFAC également travaille sur les différentes conventions internationales, accompagne les pays à l'adoption et à l'internalisation au niveau national des instructions juridiques et politiques, donc à travers ces gestions durables forêt, sur les directives que la COMIFAC élabore, met à disposition de ces pays membres, des accords que la COMIFAC accompagne également ces pays membres sur la mise en œuvre. Et nous avons également les rapports périodiques où, après le processus d'un collecte de données, la COMIFAC utilise les données produites à travers sa plateforme, qui est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est un instrument dédié qui permet de collecter les informations, les traiter, et maintenant on publie à travers les États des aires protégées d'Afrique centrale et les États des forêts en Afrique centrale. Et nous avons également, en matière de la gestion durable des forêts, la COMIFAC accompagne ces pays à la signature de conventions internationales majeures sur l'environnement, accompagne également ces pays en matière de réforme des politiques et législations environnementales, les allocations de classement. Nous savons ici que sur les pays d'Afrique centrale, nous avons 46% de la superficie de forêt dense humide en concession forestière et autres protégées. Nous avons également mis sous aménagement, accompagné les pays à mettre sous aménagement environ 22% de ces superficies. Et aussi, il y a le processus de la certification des concessions forestières. Donc, aujourd'hui, on peut dénombrer au niveau de la sous-région au moins 6,3 millions d'hectares de forêts qui sont déjà certifiées. Et nous faisons également la promotion de la gouvernance forestière à travers les observations indépendantes, contrôle forestier. Donc, on amène des appuis s'il y a lieu technique et pour la mise en œuvre de ces différentes activités. Et aussi, la COMIFAC a un instrument que je vous ai dit, un outil qui est l'Observatoire de forêt d'Afrique centrale. En matière de la biodiversité, nous avons dans cette sous-région une richesse très gigantesque qui représente également 50% de la faune africaine. Et nous avons au niveau de la sous-région, plus de la statistique démontre au moins 10 000 espèces végétales dans 33 000 spécifiques à la région. Nous avons plus de 665 espèces d'oiseaux et directement, nous avons environ 400 espèces de mammifères, dont les espèces phares qui sont les gorilles, chimpanzés, et ainsi de suite. Maintenant, en matière de la conservation, toujours, nous avons la COMIFAC accompagné la création et la gestion des complexes d'aires protégés transfrontaliers, la TNS, les tridomes, les lacs Télex, des sites, et aussi accompagner les pays également à l'augmentation des aires protégées avec aujourd'hui, la statistique démontre que la sous-région a un pourcentage d'au moins 14,8% des terres et 5% des zones écologiques exclusives de sa superficie totale qui est léguée à la conservation. Et maintenant, en matière de lutte contre la pauvreté, donc la COMIFAC accompagne dans la rétrocession du pourcentage de taxes forestières aux collectivités locales à travers les politiques de plan de développement local et aussi la construction des infrastructures à travers des projets, tel l'exemple de projet que nous avons, que la COMIFAC a pu gérer au niveau de la sous-région, donc PACEPSCO, que tout le monde le sait, et sur l'approche également dans le cadre du changement climatique. Donc, la COMIFAC a un groupe de travail qui exclusivement travaille sur la question du changement climatique, à la préparation, par exemple, des événements internationaux pour peut-être défendre la cause de la sous-région en ce qui concerne les aspects du changement climatique. Le programme RED
intègre dans son plan de travail le développement également des multiples processus de mobilisation de fonds. Donc, la Comifac s'est engagée ces derniers temps avec le fonds RIDNES pour accompagner certains pays demandeurs. Maintenant, les défis au niveau de la sous-région, après l'analyse des différentes communications et des données enregistrées, nous avons le premier défi qui se pointe sur l'exploitation artisanale. Et aujourd'hui, une préoccupation phare au niveau de la sous-région, c'est presque une problématique qui est commune à la sous-région. Donc, on ne peut plus parler. Mais par contre, le défi majeur en ce moment, c'est au niveau de l'exploitation artisanale, qui est un défi majeur. Et l'agriculture itinérante sur Buli, comme l'a soulevé tout à l'heure les différentes hautes personnalités qui ont tenu le discours ce matin. Nous avons également un défi sur la transhumance transfrontalière. Là, c'est une réalité. Donc, c'est de réfléchir, voir dans quel cadre nous pouvons, aussi avec nos partenaires techniques et financiers au niveau international, voir s'attaquer à cette thématique. Et aussi une réalité qu'il y a une insuffisance financière au niveau du secrétariat, donc qui lui limite un peu sur son champ d'action, qui ne permet pas beaucoup plus à mettre en œuvre certaines priorités qui sont identifiées dans son plan de convergence et son plan opérationnel. Donc, vraiment, nous sommes toujours dans cette attente et le lobbying vers nos partenaires techniques et financiers pour nous vraiment aider à mettre en œuvre notre document stratégique qui est le plan de convergence. Nous avons également les activités extractives agro-industrielles qui sont l'une des difficultés. Également, défi majeur aussi, il y a la problématique des conflits armés dans la sous-région qui impacte également la mise en œuvre. Sur les perspectives, la Comifa avait travaillé maintenant sur le maintien de l'intégrité des écosystèmes. Donc, ça veut dire à travers la gestion durable et concertée des aires protégées, lutte contre le braconnage. Je sais que ça a été relevé ce matin. Donc, aussi, la Comifac pointe du doigt sur la promotion de la gestion intégrée des ressources naturelles. Donc, développement concerté des plans d'affectation des terres, accompagnement des initiatives de développement local. Donc, la société civile en a longuement débattu ce matin, comme vous avez tous suivi. Donc, il faut maintenant une action intégrateur, une action intégratrice qui vraiment travaille avec la communauté locale, avec des projets à intégration. Donc, il faut qu'il y ait réfléchir également sur une politique régionale, une politique forestière régionale. Donc, il faut avoir un cadre. Donc, la Comifac veut réfléchir pour orienter ce genre d'initiatives. Et maintenant, l'internalisation des directives et autres instruments normatifs. Et aussi les réformes politiques forestières et environnementales. Donc, voilà les principaux chantiers que la Comifac attend si amorcer dans sa politique de la gouvernance forestière dans les années ou le moment qui suivent. Voilà à peu près les quelques points que j'aurais à vous partager. Donc, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième intervenant. Il s'agit de M. Alain Bienvenu au CEBI, coordonnateur de la cellule de la légalité forestière et la traçabilité en République du Congo. Eh bien, il va nous présenter la mise à jour sur le SVEL, qui n'est autre que le système de vérification de la légalité de la République du Congo. Monsieur Alain, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur général, comme modérateur. Merci également à l'Assemblée, à tous les experts ici réunis. Sans plus tarder, donc, je suis monsieur Alain Bienvenu au CEBI, qui va vous faire, n'est-ce pas, une présentation sur la mise à jour sur le SVEL de la République du Congo. Voilà un bref aperçu sur le plan de l'exposé. Donc, on aura six petits points à passer en revue.
Donc, parmi lesquels il y a un bref aperçu, il y a le système informatisé de vérification à l'égalité qu'on a longuement abordé ici depuis ce matin par les autorités, même tous les panélistes qui sont passés ici. Et nous allons également voir un peu quelques enjeux sur le SVEL et le SIVEL en même temps, parce que c'est deux instruments qui vont de pair. Et au-delà de ça, il y aura un peu de quelques atouts et les attentes. Après, nous finirons par une petite conclusion. Alors, comme vous le savez, la République du Congo a eu, n'est-ce pas, à négocier son accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne en 2010. Et depuis cette date-là, le Congo est, n'est-ce pas, le premier pays au niveau de la sous-région à avoir signé cet accord avec l'Union européenne. Et après donc la signature de l'accord, les deux parties ont eu, n'est-ce pas, à ratifier cet accord. Donc, en 2011, en janvier 2011, c'était l'Union européenne et la République du Congo a eu, n'est-ce pas, à ratifier également cet accord en 2012, précisément en juillet. Et comme avait dit le directeur de cabinet, cet accord est rentré en vigueur le 1er mars 2013. Et donc, en signant, n'est-ce pas, cet accord, en le ratifiant, en le rendant, n'est-ce pas, public, en ce moment, le Congo a eu, n'est-ce pas, à pousser, n'est-ce pas, sa gouvernance forestière sur les terrains, n'est-ce pas, au niveau international. Donc, on s'est arrimé sur la logique, n'est-ce pas, du niveau international en ce qui concerne la gestion durable des forêts. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la mise en œuvre de cet accord, nous disons que le Congo a pensé aussi développer de surcroît un logiciel qu'on a appelé système informatisé de vérification à l'égalité. Et c'est donc à ce niveau que, en mettant, n'est-ce pas, en œuvre ce système informatisé de vérification à l'égalité, et tout ceci s'est passé depuis 2016. Donc, après la signature en 2010, on a essayé de mettre en place, n'est-ce pas, tous les mécanismes de vérification à l'égalité, en passant par les procédures et beaucoup de choses. Et on a aussi voulu aller vers un outil informatisé. Donc, prendre tout le concept SVEL, rendre cela, comme qui dirait, en langage informatique. Et c'est ça la création du SIVEL. Donc, ça s'est passé en 2016. Et en novembre 2017, on a hébergé, n'est-ce pas, cet outil au niveau du data center du ministère des Finances. Parce que ici, là, il faut comprendre que c'est la SGS qui a travaillé avec le Congo pour le développement de cet outil. Et en ce moment-là, quand on développait, l'outil était hébergé au niveau de Suisse. Alors, après donc la fin du développement, le Congo a pensé que l'outil pouvait venir être hébergé sur son territoire. Et donc, après avoir hébergé l'outil au niveau du Congo, on a un comité conjoint de mise en œuvre qui se tient chaque 6 mois. Et c'est à l'issue, n'est-ce pas, de la 9e session qu'il a été décidé de déployer le SIVEL par module. Pourquoi par module? Parce qu'il y a beaucoup de modules. Nous allons voir le nombre de modules tout à l'heure. On en a 17 au total. Donc, les deux parties ont convenu de développer ou bien de déployer le SIVEL par module. Et tout à l'heure, nous allons voir pourquoi et sur quel module on va commencer, justement. Et après cela, on a pensé, avant d'abord de donner, n'est-ce pas, la main à tous les utilisateurs, il faut les former. Voilà pourquoi, à partir de juillet 2020, a eu lieu les premières formations sur le SIVEL. Et cela a concerné, n'est-ce pas, les modules gestion des comptes, fiscalité forestière également, et la légalité. Alors, voilà donc les 17 modules que constitue, n'est-ce pas, le SIVEL. Mais en ce moment, le lieu n'est pas indiqué de pouvoir entrer en profondeur sur comment utiliser, n'est-ce pas, ce logiciel. Mais ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est un logiciel qui
à un site. Donc, le site, si vous voulez entrer, n'est-ce pas, dans le SIVEL, voilà le lien. Nous avons donc deux liens. Il y a un lien de production. En ce moment-là, le lien de production, c'est quand nous allons travailler sur les vraies données. Donc, les vraies données que nous allons prendre des sociétés forestières, travailler pour leur délivrer, n'est-ce pas, les certificats d'égalité et les autorisations FLECT. Donc, ça, c'est la version de production. Mais en ce moment, comme nous sommes encore en train de faire les formations, donc nous sommes sur la version test. Et vous avez les liens ici. Si vous mettez ces liens-là, vous entrez directement au niveau de Internet, vous allez rentrer dans le SIVEL et puis vous allez voir. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas entrer parce qu'il faut qu'on vous crée un compte. Si on vous crée un compte en ce moment, vous pouvez entrer pour voir toutes les fonctionnalités du SIVEL. Et entre parenthèses, je dirais, on a eu à commencer à faire les formations au niveau des directions départementales, des entreprises forestières, et actuellement, on est en train de faire la formation au niveau central. Donc, au niveau de la direction des forêts, le directeur général sera formé, l'inspecteur général, Madame la ministre sera formée, et ainsi de suite. Et ils ne seront pas formés sur tous les modules, mais c'est des modules spécifiques. Alors, comme enjeu, le SIVEL nous amène vers la transparence. Donc, toutes les données, qu'il s'agisse des données d'exploitation forestière, de transport, en tout cas sur toute la ligne de l'exploitation forestière, les données seront, n'est-ce pas, emmagasinées dans le SIVEL. Et donc, si vous avez la possibilité, on vous a créé un compte, en ce moment, vous pouvez rentrer pour vérifier toutes les données. Et il y a même les statistiques au niveau du SIVEL. Alors, comme autre enjeu, c'est que le SIVEL donne également la possibilité de vérifier l'authenticité des données générées. Et je voulais dire le certificat d'égalité, les autorisations FLECT. Parce que même quand les sociétés vont envoyer, ils vont encoder, n'est-ce pas, leur certificat de légalité, mais au niveau du SIVEL, nous avons la possibilité de vérifier si c'est un document authentique. Donc, tous ces mécanismes-là sont dans le SIVEL pour permettre, n'est-ce pas, à la cellule qui fait le contrôle de second niveau de pouvoir vérifier l'authenticité de tous les documents. Il y a encore, au niveau du SIVEL, la disposition, n'est-ce pas, le SIVEL a la disposition de retracer, oui, tous les mois à travers, n'est-ce pas, les étiquettes CODABAR. Donc, au niveau du SIVEL, avant de donner la forêt à une entreprise forestière, on commence d'abord par lui éditer les CODABAR. Parce que quand la société va aller sur le terrain pour commencer d'abord à faire sa prospection, il faut qu'il utilise les CODABAR donnés par le ministère de l'économie forestière. C'est ça, c'est là où commence, n'est-ce pas, notre traçabilité. Alors, comme atout et défi, par atout d'abord, c'est un cadre juridique actuel qui a été amélioré en prenant en compte tous les aspects de l'APV. C'est ce qui a été dit ici depuis ce matin, en commençant par le directeur de cabinet et même le modérateur du panel précédent a eu également à épiloguer là-dessus. Alors, comme atout également, il y a l'uniformisation des procédures, le contrôle de premier niveau, c'est le travail qu'on a eu à faire en amont pour, n'est-ce pas, éviter aux agents de l'économie forestière qui partaient sur le terrain d'utiliser plusieurs procédures en ce qui concerne une activité bien précise de contrôle. Donc, il faut uniformiser, standardiser, n'est-ce pas, les procédures de contrôle de vérification. Alors, comme défi, entre autres, on peut parler de renforcer, n'est-ce pas, les capacités des parties prenantes, d'achever également les formations des utilisateurs du SIVEL, parce que je dois quand même dire ici, effectivement, on a eu à former au niveau des entreprises forestières, on a formé les entreprises forestières, donc sur les 38 et quelques, les 38, il y avait 8 entreprises forestières qui n'ont pas pris part
Pour les raisons, on ne peut pas donner les raisons, c'est elles-mêmes qui connaissent les raisons, mais le ministère a eu, ça fait 2 semaines, a envoyé un courrier à ces entreprises-là de pouvoir rattraper, n'est-ce pas, leur retard, parce que c'est un outil qui sera obligatoire à tout le monde. Donc, point de besoin à une entité ou une autre de ne pas connaître et utiliser cet outil. Alors, comme attente, il y a l'acquisition en ce moment. L'outil tel qu'il est hébergé au niveau du ministère des Finances, on a un problème sur l'acquisition des serveurs et des certificats, des licences également. Parce que le serveur, le ministère des Finances, effectivement, a beaucoup de logiciels qu'il gère là-bas. Mais en ce qui concerne le SIVEL, c'est tellement que c'est nouveau. Ils avaient donné un serveur, mais ce serveur-là n'est pas suffisant. Donc, il faut mettre un serveur au niveau du data center de Pointe-Noire, de Brazzaville d'abord, et puis un autre serveur au niveau de Pointe-Noire, parce que ces 2 data centers-là communiquent simultanément. Quand il y a panne quelque part, par exemple à Brazzaville, automatiquement Pointe-Noire prend le relais. Et il y a également, n'est-ce pas, la connexion Internet qu'il faut privilégier. Parce qu'on ne peut pas à tout moment travailler avec les modems, mais l'option que le ministère, sinon le gouvernement et l'Union européenne ont envisagée, c'est d'interconnecter toutes les directions départementales et à la longue les sociétés forestières par la fibre optique, puisque la fibre optique est déjà au niveau de la République et est en train de partir partout dans tout le pays. Donc, l'option a été déjà envisagée. Je crois que l'enveloppe est déjà aussi connue. Donc, c'est aux décideurs de voir comment participer à l'achat, n'est-ce pas, de cette connectivité-là. Alors, pour terminer, je dirais simplement que l'APV Flex est l'un des instruments efficaces dans l'amélioration de la gouvernance forestière. Et aussi, il contribue de façon responsable à la gestion responsable également des forêts et contribue, je disais, à la lutte contre le changement climatique. Nous voyons effectivement, quand nous gérons rationnellement nos forêts, en ce qui concerne le prélèvement des essences et tout, nous contribuons également, n'est-ce pas, à la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, donc, cette performance ne peut être atteinte que par la mobilisation des financements. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des trucs, des serveurs qui manquent et tout cela. Donc, il faut mobiliser les financements, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à mettre tout cela au point et aller vers l'opérationnalisation effective, n'est-ce pas, du SIVEL et commencer à envisager la délivrance des certificats d'égalité et des autorisations faites. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu dire, mais nous allons terminer par cette petite photo en disant qu'il nous est tous obligés, sinon obligatoires, de gérer responsablement notre poumon écologique. Donc, en ce qui concerne, n'est-ce pas, nos forêts, je dirais surtout sur toute la ligne de forêt tropicale, si tous nous allons vers la gestion responsable, je crois que nous allons contribuer, nous tous également, à la pérennisation de nos forêts et puis au règlement même, je dirais, du climat. Voilà un peu, monsieur le directeur général, monsieur le modérateur, ce que je tenais à donner. Merci beaucoup, monsieur Osebi. Est-ce que monsieur Nounouka est dans la salle? Oui, vous êtes attendu au fond de la salle, là-bas, s'il vous plaît. Alors, nous allons poursuivre donc nos communications. Et donc, nous allons passer à la communication de monsieur Silia Tchek-Tidiane sur la mise à jour sur le processus FLECT de l'APV en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Merci bien, monsieur le directeur général. Je voudrais prendre la parole à cette tribune avec l'autorisation
du général Zouzou Épouse Maï, directeur du cabinet du ministre des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire, qui est la chef de délégation ivoirienne qui participe à ce forum. Je voudrais ensuite remercier les organisateurs de ce forum qui nous donnent l'opportunité de pouvoir faire un point sur les négociations de l'APV FLECT entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire. Alors, ma présentation va se faire en 4 points, 4 petits points. Nous allons dire un mot sur l'état d'avancement des négociations de l'APV, ensuite évoquer quelques acquis à ce stade du processus, les défis ensuite, et terminer par les prochaines étapes de ce processus de négociation. Alors, il faut noter que les échanges sur l'APV en Côte d'Ivoire ont débuté autour des années 2011-2013 avec l'organisation d'une tournée d'échanges au niveau national qui a permis de discuter avec l'ensemble de nos parties prenantes nationales sur l'adhésion de notre pays à ce processus. Et cela a été sanctionné par l'organisation d'un atelier national et par la mise en place des organes qui vont conduire ce processus de négociation de l'APV. La particularité dans le cadre de notre pays, c'est que la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels a été représentée au sein du comité de négociation. Je pense que nous avons un chef ici qui participe à ce forum au compte de la délégation, donc je voudrais remercier. Ensuite, il y a eu comme étape importante la signature d'une déclaration commune le 13 juin 2013 entre les deux parties pour formaliser l'ouverture des négociations. Dans le cadre effectif de ces négociations, nous avons tenu une première session formelle en 2013, donc qui a permis d'adopter la première feuille de route. Ensuite, une deuxième session formelle à Bruxelles en 2014 qui a permis d'adopter le champ d'application de notre APV. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut noter, c'est que ce champ d'application prend en compte l'ensemble des marchés, y compris le marché national du bois. Et dans la suite de la mise en œuvre de cette première feuille de route, les travaux sur le système de vérification de la légalité ont débuté en 2015, ainsi que les travaux sur l'annexe relative aux informations rendues publiques dans le cadre de la transparence dans le secteur forestier et les travaux d'inclusion de notre marché national dans l'APV. Et pendant ce processus de négociation, il est important de souligner que face à la dégradation continue de son couvert forestier, la Côte d'Ivoire, autour des années 2015, a organisé un certain nombre de travaux des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau, donc qui ont abouti à une décision de réforme plus approfondie au niveau du secteur forestier, donc réforme du cadre politique, stratégique et légal qui gouverne le secteur forestier de notre pays. Alors, ces réformes ont conduit à l'adoption en 2018 d'une nouvelle politique donc de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Et cette politique a été déclinée en une stratégie de mise en œuvre sur 10 ans, donc sur la période 2021-2030. Et un nouveau code forestier a été promulgué en 2019. Et donc, compte tenu de tous ces développements, étant donné aussi que les négociations avaient débuté depuis 2013, les deux parties, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, ont décidé de réaliser une revue conjointe autour des années 2018-2019, donc pour réorienter ce processus-là et le rendre plus efficace dans le cadre de réformes générales qui est engagée dans le pays. Et cette revue conjointe aboutit à l'adoption d'une nouvelle feuille de route donc pour la poursuite et la conclusion des négociations de l'APV sur la période 2020 et 2022. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route, une troisième session formelle de négociation s'est tenue en septembre 2020, a permis d'adopter les annexes 4 et 10. Ensuite, une quatrième session formelle en mars 2021 qui a permis de valider les thèmes de référence pour la réalisation des tests de terrain des grilles de légalité. Et une cinquième session formelle en octobre 2021 qui a permis d'approuver les annexes 5 et 6. Et il est prévu l'organisation de la sixième et de la dernière session formelle de négociation le 1er juin 2022, donc qui va permettre d'aboutir à un accord sur les principes par rapport à notre APV et à l'ensemble de ses annexes.
Alors, à ce stade de ce processus, nous avons un certain nombre d'acquis donc, qui ont été documentés par un certain nombre de publications, notamment celle du DCFOR, je pense qu'il va être présenté tout à l'heure. Mais nous pouvons noter déjà que le processus APFLET a donné une opportunité de contribuer fortement au processus de réforme qui a été engagé dans notre pays, notamment à travers la contribution à l'élaboration du code forestier et de l'ensemble de ces tests d'application. Ce processus a été soutenu et à ce jour, nous avons une trentaine de tests après la promulgation de ce code répartis en décrets arrêtés qui sont déjà pris pour rendre la loi applicable. Ensuite, nous avons mené pas mal de travaux dans le cadre de la mise en place, pour anticiper effectivement la mise en place du système de vérification de la légalité et de la traçabilité. Et ces travaux ont comme résultat palpable aujourd'hui la disponibilité d'une plateforme numérique qui peut être consultée en ligne à travers le site www.boislegal.ci et donc sur lequel nous voulons nous appuyer pour développer notre outil informatique de vérification de la légalité et de la traçabilité. Pas mal d'études ont été réalisées sur la question du marché national du bois avec pour objectif final de l'intégrer dans le système de vérification de la légalité. Et aussi, comme acquis, il y a que les questions de transparence dans le secteur forestier ont été fortement renforcées, notamment à travers un rôle plus important reconnu aux organisations de la société civile, à travers notamment la pratique de l'observation indépendante. Alors, comme défi, comme je l'ai dit, une trentaine de tests ont été pris, notamment ceux qui concernent l'APV-FLECT pour la finalisation notamment des grilles d'illégalité, mais il en reste encore, donc il faudra à notre niveau poursuivre le processus de réforme pour pouvoir faire signer les derniers tests qui sont nécessaires pour finaliser les grilles d'illégalité. Ensuite, il y a la mise en œuvre de la loi forestière elle-même, notamment à travers certaines dispositions qui coincent avec la question du foncier dans le domaine rural de notre pays. Donc, ces questions-là doivent être accompagnées pour permettre en définitive d'asseoir de bonnes bases de vérification de la légalité de notre bois et poursuivre le développement de notre outil informatique de vérification de la légalité et de traçabilité et poursuivre les travaux dans le cadre de la transparence dans le secteur forestier, notamment à travers la pratique de l'OI et la mise en ligne des informations qui ont été identifiées pour être publiques. Je pense que dans ce cadre, il y a un travail qui est en train d'être fait sur un test pour rendre applicable cette annexe-là. Et vu que nous progressons allègrement vers l'achèvement des négociations de l'APV, et cette négociation a été particulièrement marquée par un engagement soutenu de l'ensemble des parties prenantes, il est important de pouvoir maintenir cette dynamique de participation pour les prochaines étapes. Alors, ces prochaines étapes sont notamment, comme je l'ai dit, l'organisation de la 6e et de la dernière session formelle des négociations au mois de juin. Ensuite, il est prévu le paraphe de cet accord en juillet 2022 à Bruxelles et une réunion du pré-CCMO, donc du comité conjoint de mise en œuvre, est prévue autour des mois d'octobre et de novembre, pour notamment élaborer un plan de mise en œuvre détaillé budgétisé avec précision des parts à mobiliser par les différentes parties nationales et partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de notre APV. Et la signature est prévue autour des mois de novembre et de décembre 2022, donc qui va donner place en 2023 à la ratification de notre accord pour sa mise en œuvre après la mise en place des différents organes, donc le comité conjoint de mise en œuvre, le comité national de gouvernance forestière et le service en charge de la légalité et de la traçabilité, qui est retenu comme un service qui doit être créé au sein du ministère des Eaux et Forêts pour conduire le développement du SVL. Je pense que dans ce cadre-là, nous pourrons effectivement nous appuyer sur l'expérience du Congo, notamment dans le cadre de la mise en place de son service en charge de la légalité et de la traçabilité. Je vous remercie. Nous allons passer à notre dernier intervenant. Il s'agit de Monsieur Raphaël Changa de CIFOR, qui va nous présenter les impacts de l'APV, avec un accent sur la gouvernance forestière et le rôle de la société civile, une mise à jour des processus politiques de l'Union européenne sur la lutte contre la déforestation et la dégradation. Sans plus tarder, Monsieur Changa, vous avez la parole.
Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cet événement pour l'opportunité qu'ils nous offrent de présenter pour la première fois cette étude sur les impacts de l'APV conduite dans 7 pays à divers niveaux de mise en œuvre, ou de négociation. Donc, c'est la première fois que nous le faisons dans le cadre d'un événement et nous voulons pour cela remercier les organisateurs. Ma présentation va s'articuler en 2-3 points. Le premier point concernera quelques éléments d'information concernant le contexte de la de réalisation de cette étude. Ensuite, je présenterai quelques tendances générales et j'irai un peu plus dans le détail concernant les impacts liés à diverses dimensions de l'APV que nous avons évaluées. Alors, juste rapidement, quelques mots sur le contexte, sur la méthodologie. C'est un travail que nous avons commencé il y a quelques années déjà avec l'appui de la FAO. L'idée au départ était de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait mesurer les progrès, les évolutions qui étaient liées à la mise en œuvre de l'APV, étant entendu que cela faisait pratiquement une dizaine d'années que le processus avait été enclenché et mis en œuvre dans un certain nombre de pays. Donc, nous avons eu un premier round en 2019 dans lequel nous avons travaillé dans 3 pays, le Ghana, l'Indonésie, le Cameroun. Et l'année dernière, nous avons engagé une seconde phase qui impliquait à ce moment-là le Guyana, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. L'autre élément important que je voudrais relever concernant le contexte, c'est que nous avons également développé une théorie du changement, si vous voulez, une approche qui nous permet de développer un certain nombre d'indicateurs qui permet de voir quel est le chemin à parcourir entre le moment où on commence les négociations et les impacts qui sont attendus. Et nous avons analysé principalement 5 impacts liés à la gouvernance forestière, à l'exploitation illégale, au développement économique, aux aspects liés également à la lutte contre la pauvreté. Alors, plus dans le détail, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des contributions assez fortes, assez significatives sur l'ensemble des éléments que nous avons identifiés comme pouvant être évalués comme étant des éléments centraux dans le processus de l'APV. Ces éléments, comme je l'ai dit, c'est la gouvernance, c'est l'état des forêts, c'est l'exploitation illégale, c'est le mouvement, c'est la question de la lutte contre la pauvreté. Et si vous regardez, vous verrez que suivant que nous sommes sur les questions de gouvernance, tout à droite de l'écran, eh bien, nous avons des niveaux de contribution qui sont assez élevés, assez importants. Nous sommes en moyenne à 53%, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on va beaucoup plus bas, concernant le 5e aspect qui concerne la lutte contre la pauvreté, on se rend compte que le niveau de contribution de l'APV sur cet aspect-là est beaucoup plus modéré. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que les aspects de gouvernance sont fondamentaux. Et si on travaille suffisamment sur les aspects de gouvernance, alors on peut arriver à réduire l'exploitation illégale, améliorer la gestion des forêts et donc, in fine, arriver à avoir un développement économique beaucoup plus intéressant avec évidemment des effets sur les conditions de vie des populations en zone rurale. Donc, donc cette décroissance finalement dans le niveau de contribution est assez cohérent avec la manière dont le mécanisme a été conçu. Parce que les questions telles que le développement économique et la lutte contre la pauvreté sont des éléments de long terme, des éléments sur lesquels il faut travailler pendant des périodes assez longues. Il est donc normal qu'à ce stade-ci, que nous n'ayons pas encore suffisamment d'impact sur ces aspects. Deuxième élément sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que lorsqu'on regarde la situation combinée des différents pays, eh bien là également, on se rend compte qu'il y a une forme de cohérence sur les aspects dans lesquels on a davantage d'impact et les aspects sur lesquels on a moins d'impact. Donc, il y a une forme de cohérence. Et ça également, c'est quelque chose d'intéressant parce que l'enseignement qui ressort, c'est que les questions de gouvernance, les questions d'exploitation illégale, lorsqu'on regarde, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, ces aspects-là sont ceux sur lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de financements, beaucoup d'activités. Il est donc par conséquent logique que sur ces aspects-là, on ait également des impacts qui sont beaucoup plus importants. Alors, si on rentre dans le détail, ici, je dirais 3 choses. Généralement, lorsqu'on parle du processus APV,
un des aspects, une des critiques majeures qui revient est liée à l'absence d'impact. Et l'absence d'impact ici, généralement, est évaluée à l'aune des résultats finaux qui sont attendus, le plus emblématique étant la délivrance des certificats de légalité. Mais cette approche-là, qui est importante évidemment parce qu'on met un cadre, on met une boussole avec un objectif à atteindre et c'est important de le faire. Mais il faut également se rendre compte qu'entre le moment où on commence la négociation et le moment où le certificat est délivré, il y a un ensemble de dynamiques transformationnelles qui sont mises en place et qui entraînent également des changements, des transformations dans la manière dont les acteurs travaillent. Donc, l'indicateur délivrance des certificats de légalité ou alors contribution à la lutte contre la déforestation, la dégradation sont importants, mais on ne devrait pas se limiter uniquement à ces aspects-là pour évaluer justement le niveau de mise en œuvre. Il faudrait prendre en compte également tous ces changements importants qui interviennent tout au long du processus. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que le processus permet de mettre en place des cadres qui facilitent justement la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes sur le long terme. Et donc, en termes de contribution essentielle, il y a cette histoire ou plutôt cet aspect de renforcement de la participation, de mise en place de cadres de concertation entre différents acteurs. Il y a également cet aspect de renforcement du rôle de la société civile, notamment dans ses missions de surveillance. Et tout ceci permet donc aux acteurs, que ce soit de l'administration, que ce soit du secteur privé, d'être plus comptables, d'être plus responsables des actions qu'ils posent. Mais évidemment, ces éléments-là ne sont pas suffisants. Parce qu'il y a également un contexte qu'il faut prendre en compte, qui est un contexte difficile dans le cas du bassin du Congo et de l'Afrique de l'Ouest aussi. Si on prend en compte l'économie politique du secteur forestier, c'est un secteur qui est sujet à d'importantes dynamiques, à d'importants intérêts parfois divergents et contradictoires, qui sont autant d'éléments qui peuvent freiner la marche vers la transformation ou l'amélioration de la gouvernance forestière qui est prônée par l'APV. Autre aspect également que je voudrais mettre en avant, c'est le rôle, le soutien qui est apporté à la société civile. Alors, jusqu'ici, il y a un soutien important qui est apporté à cette société civile en termes de renforcement des capacités, mais également pour ce qui concerne les communautés locales. C'est important, mais il faudrait poursuivre cet effort-là au-delà de la période de négociation, mais également prendre en compte cet aspect dans la période de mise en œuvre et surtout le changement, la transformation qui s'opère entre la phase de négociation et la phase de mise en œuvre. Parce que dans la phase de mise en œuvre, l'action des ONG, en tout cas la société civile, est davantage orientée vers l'observation indépendante, vers la surveillance de la légalité, ainsi de suite. Donc, il faut transformer d'une certaine manière la manière dont on accompagne ces acteurs-là dans la négociation, mais aussi dans l'évolution de leur intervention au moment de la phase de mise en œuvre. Alors, et ça, justement, c'est un des aspects qui présente un peu les transformations qu'on a pu observer concernant, par exemple, l'observation indépendante. Et on peut voir que dans des pays comme la République du Congo ou le Ghana, il y a pu y avoir effectivement la contribution de l'APV a pu être relativement intéressante pour densifier le rôle de la société civile en tant qu'observateur indépendant de la gouvernance forestière. Alors, le troisième point concerne également les éléments, tous les éléments liés à la gouvernance, mais plutôt sur des aspects tels que la réglementation. Et Monsieur le point focal APV de la République de Côte d'Ivoire l'a souligné tantôt, c'est-à-dire que sur certains aspects tels que la réglementation, la mise en cohérence des réglementations, les questions telles que la transparence, les sanctions, ainsi de suite, et bien sur ces aspects-là, on a eu des avancées relativement intéressantes liées à l'avènement de l'APV. Mais un des aspects qui pose encore problème aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a cette réglementation qui est mise en œuvre, c'est surtout l'aspect sanction. Autant les cadres légaux et réglementaires ont pu évoluer, autant on a encore quand même un certain nombre de difficultés aujourd'hui à constater sur le terrain l'application des sanctions de manière systématique et de manière crédible. Ça, c'est des aspects sur lesquels il va falloir travailler. Mais il y a aussi des aspects liés à la coordination intergouvernementale. Il y a pas mal d'administrations qui interviennent dans les APV. Ce n'est pas toujours facile de mettre tout ça en cohérence. Donc, il y a encore des enjeux, sur lesquels il va falloir travailler pour améliorer cette coordination intergouvernementale.
S'agissant d'autres aspects de gouvernance, par exemple, la volonté politique, il y a quelques avancées, les questions de transparence, mais je voudrais m'arrêter juste un instant sur l'aspect de corruption. Dans les discussions que nous avons eues, il y a pas mal d'acteurs qui ont affirmé que la corruption avait légèrement diminué dans le secteur forestier comparé à d'autres secteurs. C'est une perception qui est assez intéressante, mais c'est une perception aussi qu'il faut replacer dans le contexte global, pas seulement de la gouvernance forestière, mais la gouvernance des États dans leur ensemble. Dans la mesure où l'APV ne peut pas, à lui tout seul en tant qu'instrument, corriger ces aspects-là. Et je me rappelle encore d'une des discussions que nous avions eues avec des acteurs de l'administration d'ailleurs, qui faisaient valoir le fait qu'il était difficile de sortir un foulard blanc d'un sac de charbon, juste pour montrer justement cette dimension systémique de la corruption qui ne peut pas être réglée que par les APV. Alors, rapidement sur les questions d'exploitation illégale, là également, il y a eu des évolutions liées à la mise en place de ces différents systèmes de traçabilité qui transforment la manière dont les acteurs publics travaillent aujourd'hui. Mais là aussi, il y a encore pas mal de challenges sur lesquels il va falloir travailler pour qu'on arrive à des systèmes qui sont acceptés et validés par l'ensemble des parties. Et aussi les aspects du marché domestique sur lesquels on a pas mal travaillé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et en termes d'exportation, il y a des évolutions qui sont soulignées par un nombre de participants. Alors, je ne reviendrai pas sur les aspects du marché domestique que j'ai évoqués précédemment. Mais par contre, je m'arrêterai 2 secondes sur les petites et moyennes entreprises. Ce sont des acteurs qui sont importants, mais que par moment, l'APV a tendance, je ne vais pas dire à exclure, mais en tout cas, dont les mécanismes de légalité mis en place ont tendance à compliquer l'exercice de l'activité. Ça également, c'est un aspect qu'il va falloir garder en mémoire pour que l'APV ne soit pas un mécanisme qui pourrait exclure divers acteurs du secteur de l'exploitation forestière. Alors, en termes de contribution à la mise en place des plans de gestion forestière, ainsi de suite, eh bien, il y a eu des évolutions qui sont relativement intéressantes sur ces aspects-là, mais toujours est-il qu'il faut prendre en compte le contexte des différents pays dans lesquels ces aspects-là sont mis en œuvre. Si vous prenez le cas, par exemple, du Cameroun, eh bien, l'APV n'a pas contribué de manière significative à une meilleure mise en œuvre des plans d'aménagement, la gestion forestière, simplement parce qu'il y avait déjà des dynamiques qui étaient préexistantes avant l'APV et sur lesquelles l'APV a pu se greffer. Et donc, forcément, il est normal qu'il n'y ait pas suffisamment d'évolution sur ces aspects. On pourrait prendre le cas du Congo aussi, où une partie des évolutions est liée au fait que si vous êtes au nord, il y a la certification forestière, donc avec un aménagement assez avancé. Si vous êtes beaucoup plus au sud, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Alors, l'un des défis concernant les chaînes de valeur, on l'a évoqué tantôt également, c'est la question du marché domestique qui relève dominé par du bois d'origine informelle. Et là également, il y a encore pas mal de travail à faire. Alors, je terminerai par là en disant simplement que pour pas mal de pays, l'APV est un processus qui est perçu comme contribuant à donner une image positive du pays, comme contribuant en faisant du pays un partenaire crédible, un partenaire important. Donc, et je pense que ça, c'est une des plus-values qui est assez intéressante. Alors, ça, c'est une synthèse de ce que nous avons fait au cours de ces dernières années dans les 7 pays que j'ai évoqués tantôt. Ce serait difficile d'en faire une présentation exhaustive. Alors, si vous n'avez pas grand-chose à lire lors de votre voyage retour, que ce soit à l'aéroport ou en prenant un café, je vous recommande vivement de repartir sur notre site Internet où vous trouverez tous ces différents rapports ainsi que les rapports de synthèse qui sont disponibles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois que nous venons tous de suivre 4 brillants exposés qui sont des informations, autrement dit des expériences pour chaque pays. Et nous allons procéder de la manière suivante. Une question par intervenant. Donc, ils sont 4 pour chaque thème, une question. Oui, il y a un premier doigt. 1, 2, 4. OK, très bien. Il y a 4
4 doigts. Donc, 1, 2, 3, 4. Nous allons commencer à ma gauche. Oui, vous avez la parole. Je suis M. Emmanuel Fiamin, membre de la plateforme Gestion durable des forêts. Ma première question va au représentant de... Une seule question par conférencier. Une seule question. Vous désignez votre conférencier. OK. Une seule question. Je vais droit à celui de la Comifac. Très bien. Je suis un ancien président de CACORED. Nous avons apprécié les contributions de la Comifac pour l'arrêt du plus, la plateforme qui a travaillé pour l'arrêt du plus. Mais j'aimerais savoir, actuellement, la plateforme qui travaille pour la PV Flex et la PGDF, à quel pourcentage ils ont déjà financé la PGDF ou qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que la Comifac pense pour apporter son appui au niveau de la PGDF qui a travaillé dans la réforme de l'actuel code forestier. Merci beaucoup. Très bien. Le deuxième, ils sont 3 là-bas. Hein? OK, le deuxième, votre question s'adresse à quel conférencier? Vous avez la parole. Merci, c'est Jean-Marie Kanda du RRN, Société civile RDC. Ma question s'adresse à M. Tianga. Nous savons tous que le Ghana est le premier pays à se doter d'un système de vérification de l'égalité qui soit opérationnel et testé. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Ghana n'est pas arrivé à délivrer sa première licence. Quels ont été les facteurs de blocage que vous avez identifiés lors de votre étude? OK, merci beaucoup. Le troisième, votre question s'adresse à... Bien, merci, monsieur. Ma question s'adresse à monsieur Alain Osebi. OK, très bien. La question est celle de savoir, il a évoqué la question du SVL et il a mis l'accent sur la transparence accrue. Et il nous a aussi dit que pour pouvoir accéder à la plateforme, il fallait avoir un code. Et aussi savoir le niveau d'opéralisation du SEID, parce qu'il a parlé de réserve, de serveurs et également de connexion Internet. Merci. OK, enfin, le dernier devrait s'adresser à M. Tidjane. Une question, vous avez la parole, merci. Bon, en fait, j'avais, disons, 2 questions, mais malheureusement, les 2 questions, elles étaient destinées à 2 personnes qui ont déjà des questions. Merci beaucoup. Alors, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, une personne devrait poser la question à M. Tidjane. Personne. Il y a un doigt. Oui, allez, votre question à M. Tidjane. Une seule question, s'il vous plaît. Merci. Oui, à M. Tidjane, je voulais poser cette question. Quelles sont les faiblesses qu'il a constatées dans la contribution de la société civile? OK, certainement les faiblesses dans le cadre du processus. Voilà, je suis arrivé de l'APV Flect. Bien. Alors, nous allons commencer par M. Damas. Vous avez une question? Vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur général. Je remercie également le collègue qui a posé la question sur la question de RED+. Et je peux dire en cet instant, la question de RED+, c'est une question transversale qui implique beaucoup de thématiques et intersectorielles. Mais la Comifac a une vision. Sa vision actuelle stratégique, c'est de pouvoir vraiment réfléchir ensemble avec les différentes organisations sous-régionales, de voir dans quel espace nous devons réfléchir ensemble pour ressortir quel appui, quelle stratégie nous devons, parce que la Comifac travaille sur la base de certaines directives et elle a son plan opérationnel qui est plan de convergence avec les différents axes stratégiques. Et maintenant, dans ce plan opérationnel du plan de convergence,
il y a une bonne place pour les différents acteurs et qu'une initiative a été déjà faite au niveau sous-régional où dans chaque pays, il y a une déclinaison avec les priorités nationales. Et c'est sur cette base de ces priorités nationales que la COMIFAC se lance avec ces pays membres à la mobilisation de ressources pour pouvoir implémenter la vision qui sont beaucoup plus orientées dans le plan stratégique qui est le plan opérationnel, le plan de convergence. Je sais qu'on aura encore davantage le temps jusqu'à demain. C'était dans les sessions parallèles. Nous allons poursuivre cette réflexion et voir dans quel cadre nous pouvons répondre directement à l'APDS et sur question de perspective sur la question de RED+. Très bien, merci. Monsieur Tchanga, au sujet du Ghana, qui jusqu'aujourd'hui, vous avez la parole. Merci pour cette question. C'est vrai que ça fait plusieurs années que tout le monde dit que le Ghana, effectivement, est très avancé. Le Ghana devrait délivrer son certificat de légalité dans quelques jours. Chaque fois, on nous dit c'est le mois prochain, c'est le mois d'après, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'au moins, du point de vue de la communication politique, elle est très bien rodée, quoi. Mais de manière plus sérieuse, lorsqu'on discute, parce que ce n'est pas mon sentiment à moi, les discussions que nous avons eues avec divers acteurs, ils vous disent qu'on a beaucoup travaillé sur la mise en place de leur système de traçabilité, qui est très intéressant, mais on bloque quand même encore toujours sur ces questions de marché domestique, et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi les questions de volonté politique, parce que vous savez que dans ce processus aussi, tout dépend des différents acteurs qui interviennent dans le processus. Et au moment où, par exemple, nous travaillions, le sentiment des acteurs, c'était que la volonté politique n'était pas suffisante, en tout cas souvent développée pour pouvoir permettre à ces systèmes d'être opérationnels. Donc, il y a ces aspects techniques, il y a ces aspects de gouvernance, mais qu'on retrouve finalement dans l'ensemble des pays, et qui montrent qu'il faudrait peut-être envisager des systèmes qui sont davantage en lien avec la manière dont les chaînes de valeur sont organisées, c'est-à-dire qu'une dissociation, par exemple, entre les chaînes de valeur nationales et les chaînes de valeur au niveau international, et probablement commencer par travailler avec les acteurs, notamment les grands concessionnaires qui disposent généralement de systèmes de traçabilité, qui ont des équipes qui sont robustes et dont la production est aussi facile à tracer depuis le site de production jusqu'au niveau des sites de commercialisation. Donc, voilà ce que je pourrais dire concernant la situation du Ghana. Merci. Merci beaucoup, M. Tchanga. Nous allons passer à M. Alain, bienvenue au CEBI, coordonnateur de la cellule la légalité forestière et la traçabilité. Merci, Monsieur le directeur général. Merci également au collègue qui a eu à poser la question, d'éclaircissement, je dirais. Alors, donc, pour sa première préoccupation, effectivement, le SIVEL est un site où ne peut pas rentrer qui le veut. Il faut d'abord être répertorié, n'est-ce pas, dans la liste des utilisateurs, parce que ce n'est pas aussi n'importe quel utilisateur qui va, n'est-ce pas, manipuler le SIVEL. Il y a le secteur privé, il y a la société civile. Bon, pour la société civile, je dirais que la société civile va participer juste en lecture seule, parce que la société civile va également encoder les rapports qu'elle va, n'est-ce pas, produire lors de ses missions de terrain. Et il y a un point de vue très important de la société civile qu'il faut également prendre en ligne de compte avant de statuer sur, n'est-ce pas, la légalité ou, oui, disons la légalité d'un indicateur. Donc, il y a le secteur privé, il y a la société civile, il y a les administrations. Donc, si vous faites partie de ces trois instances-là, vous faites votre demande de compte et en ce moment-là, le ministère de l'économie forestière, à travers la cellule de la légalité forestière et la traçabilité, vous reconnaît et puis vous donne un code. Donc, quand vous avez le code, vous pouvez rentrer. Ce code-là, c'est vous-même qui avez. La cellule ne connaît même pas aussi le mot de passe. C'est vous qui avez le mot de passe vous-même. C'est vous qui gérez votre mot de passe. Si vous voulez aller dans le compte,
vous êtes libre. Donc, c'est obligatoire à toute personne qui veut, n'est-ce pas, entrer dans le SIVL d'avoir un compte. C'est aussi une façon de gérer tous ceux qui rentrent dans le site. Donc, c'est une obligation à toutes les personnes, n'est-ce pas, d'avoir le compte. Bon, en ce qui concerne les serveurs et les licences, effectivement, vous savez, quand nous, on a délocalisé le SIVL de Genève jusqu'à Brazzaville, il fallait, n'est-ce pas, le mettre dans un site sécurisé. Et à l'époque, on ne voyait que le serveur test. Donc, en ce moment, il faut qu'on passe également à la production. Donc, commencer à collecter les vraies données réelles des sociétés forestières pour statuer sur la délivrance des certificats de légalité des autres documents. Donc, il nous faut avoir, n'est-ce pas, des nouveaux serveurs. Il y a également un problème d'antivirus. Il faut sécuriser, n'est-ce pas, le site aussi. Et un problème de licence aussi. Donc, les informaticiens savent de quoi il s'agit pour, n'est-ce pas, sécuriser un outil. Donc, c'est de ça que l'État congolais et l'Union européenne sont en train de statuer présentement, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, ces éléments. Et si tout est mis en place, en ce qui concerne l'acquisition de ces, je dirais même de ces prérequis, si tout peut rentrer, n'est-ce pas, dans l'ordre, en ce moment, la CLFT, c'est-à-dire le ministère de l'économie forestière, est prêt pour aller, n'est-ce pas, vers l'opérationnalisation, comme j'avais dit, des modules, puis c'est un développement modulaire. Donc, déjà, ce qui est programmé, c'est déjà le module fiscalité. Et après viendra le module traçabilité. Et puis, en ce moment-là, si tous les modules sont déjà opérationnalisés, on passe maintenant à l'effectivité, n'est-ce pas, du SIVL. Voilà ce que je pouvais répondre. OK. Notre dernier intervenant, la question donc des faiblesses de la société civile dans le cadre de la mise à jour de l'APV, dans le cas de la mise à jour du processus FLEC de l'APV en Côte d'Ivoire. Et je pourrais poser la question autrement, y aurait-il des faiblesses de la société civile? Vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Directeur général. Je remercie l'intervenant pour la question. En réponse, je pourrais répondre rapidement qu'il y a quelques difficultés quand même qui ont été identifiées au niveau de la participation de la société civile au début du processus de négociation, mais qui ont été progressivement améliorées durant tout le temps de la négociation de l'APV. Donc, ces difficultés peuvent se résumer autour des questions d'organisation interne et des capacités. Donc, vous savez que au niveau du comité national, il y a des représentants des différents groupes d'acteurs. Et derrière ces représentants, il y a vraiment tout un groupe d'acteurs dont les préoccupations, les voix doivent être portées dans le processus de négociation. Alors, au début du processus, je pense qu'il y avait besoin de renforcer les capacités des différents acteurs, spécifiquement ceux de la société civile, et ensuite de pouvoir permettre à ces acteurs de mieux s'organiser eux-mêmes pour pouvoir être proactifs et défendre leurs intérêts dans le cadre des différentes thématiques qui sont abordées pour ces négociations-là. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, avec les différents moyens qui ont été mis en œuvre, on a eu, aujourd'hui, on a une plateforme de la société civile qui est très active, proactive dans le cadre des discussions et qui arrive quand même avec un maillage qui est mis en place à pouvoir bien faire redescendre et faire remonter les préoccupations au niveau des parties prenantes à la base. Toutefois, il y a aussi des questions de moyens qui restent parce qu'à côté du processus de négociation de l'APV lui-même, il y a aussi les actions de la société civile en termes de vulgarisation des différents tests qui sont pris, en termes d'actions d'observation indépendante à mettre concrètement sur le terrain. Donc ça, c'est des défis qui restent et qui sont assez importants par rapport au processus qui s'achève et donc qui va permettre une mise en œuvre assez efficace de notre APV FLEC. Donc voilà ce que je peux répondre déjà par rapport au cas spécifique de la société civile. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Monsieur Tidiane. Nous voulons savoir, y aurait-il des questions du côté de ceux qui sont connectés sur Zoom? Parce que nous sommes en présentiel et en visio.
Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Rigobert Mola. Donc, j'ai suivi la première intervention, deuxième, troisième et quatrième. Donc, j'ai une question à chaque intervenant. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Ce n'est pas possible. Vous avez une seule question. Pardon? Vous avez une seule question. La procédure avait déjà été adoptée. Une seule question à un seul intervenant. Vous désignez votre intervenant, vous posez la question. Merci. Bon, je peux résumer un peu les questions en fait. Je résume mes questions sur 4 intervenants. Un d'abord, c'est par rapport à l'accompagnement des initiatives locales que la Comifac fait mettre en place. Et en plus, c'est par rapport à la possibilité ou les enjeux que c'est que M. Alain vient de présenter. Bon, je laisse M. Siliano, je passe à Raphaël, qui dit qu'il lutte contre la pauvreté, en fait. Bon, je ne sais pas, je vais résumer ça dans ce sens-là. OK. Moi, je travaille sur le terrain depuis longtemps. Tout ce qu'on parle dans des forums, dans des réunions, malheureusement sur le terrain, c'est vraiment les contraires. Est-ce qu'on peut dire vraiment des choses concrètement en termes de projection là? Et je prends la question des peuples autochtones qui, depuis les décennies jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes dans la gouvernance forestière et les peuples sont les gardiens des forêts jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'ils bénéficient? Et dans leur plan, dans le programme que vous êtes en train de faire là, qu'est-ce que les peuples autochtones vont bénéficier de ça clairement et sûrement? Parce que quand on parle de communauté locale, nous les pygmons, c'est ça, on est exclus. Hein? On parle de communauté. Il faut attendre merci le beaucoup. peuple autochtone qui est là-bas. Merci, merci, merci. Alors, attends, s'il vous plaît, je vais finir un peu. Donc, c'est pour dire que on va vous répondre. Avoir des éclaircissements sur les éléments clairs en termes de perspectives qui va toucher les peuples autochtones, surtout dans les zones où il y a la gouvernance forestière, ou là où il y a les exploitations forestières. Parce que je vois beaucoup de choses ici. Merci. OK. Merci. Allez, on va vous répondre. Je crois que le représentant de la Commission des forêts d'Afrique centrale va essayer de faire une synthèse de réponse, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc, Damas, vous avez la parole pour tenter de répondre aux préoccupations du monsieur. Okay. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Et je remercie également Rigobert Mola qui a posé cette question sur les initiatives locales. Et je vois que dans le cadre de la vision des perspectives de la Comifac, c'est suite au plaidoyer de la communauté locale. Parce que généralement, la communauté se plaint que la plupart des initiatives ou des projets qui sont mis en œuvre, donc la finalité est beaucoup plus orientée sur la finalité politique et écologique. Et on ne compte pas beaucoup plus, on ne voit pas une finalité au niveau économique et social. Et c'est leur plainte. C'est dans ce cadre que la Comifac, ayant vu cette alerte de la communauté au niveau de la sous-région, veulent maintenant rentrer dans cette perspective avec ses partenaires, bien sûr, au développement, pour permettre de voir quelle réponse
la COMIFA pourra adresser à cette communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis ce matin, au niveau de la société civile, ça c'est un enjeu qui est le sonnette d'alarme là-dessus. Au niveau également du gouvernement, nous avons suivi le secrétaire général représentant la ministre qui a mis un accent qu'aujourd'hui, avec les négociations, c'est une négociation intégrateur où on met toutes les parties prenantes pour pouvoir répondre à certaines problématiques. Et je crois que ça, c'est un problème d'ordre général que nous, au niveau de la Commission, on est en train de vouloir orienter une vision pour beaucoup plus l'accompagnement des initiatives ou développement local pour permettre également à ce que la communauté locale y tire profit des exploitations qui se font au niveau de la communauté. Voilà ce que je pourrais répondre à la préoccupation de M. Rigobert. Chers participants, merci beaucoup. Nous venons donc de terminer cette première session sur la mise à jour sur le FLECT, qui n'est autre que le Forest Law Enforcement, Governance and Trade et le processus régional de gouvernance forestière. Merci pour votre participation.